Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 1 heure de chat décomplexé avec l'EM Strasbourg pour son programme Grande École. Avec nous pour en parler la directrice déléguée du programme Grande École, Marie Piffelmann, ainsi qu'une étudiante qui va nous dire exactement en quelle année et dans quel parcours, Marine Alexandre, dans quelques instants. Mais on va passer tout de suite au pitch. Marie, est-ce que vous êtes prête ? Prête. C'est parfait, on va pouvoir lancer le chrono, c'est parti. Ok, déjà bonjour à tous. Alors, l'EM Strasbourg en 1 minute, il faut savoir que notre slogan, vous le voyez peut-être un peu partout, c'est le bidistinctif. Donc, nous avons axé notre projet pédagogique autour de ce bidistinctif. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, nous allons offrir des formations d'excellence dans l'ensemble des champs de gestion, en allant du marketing à la finance, au digital, ressources humaines et supply chain. Et puis, en plus, nous allons mettre l'étudiant au centre de notre dispositif pédagogique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre projet va consister à faire émerger les compétences des étudiants là où ils sont bons et forts, de manière à ce qu'au moment où l'étudiant postule sur son premier job, ce soit son CV qui fasse la différence. Donc pour cela, on a plusieurs leviers. On va travailler par l'international à travers notre année obligatoire à l'étranger, un projet et un parcours personnalisé pour les étudiants et un suivi individuel du projet professionnel de l'étudiant par notre CAP Carrière. Eh bien, ça a été au poil, chronométré. Merci beaucoup. On va pouvoir passer au face-à-face. Continuez à nous envoyer toutes vos questions. Elles s'affichent ici, à droite de l'écran. Allez, la régie, c'est parti pour la première question. Je t'en prie. Salut Marine, peux-tu nous dire comment tu as porté ton choix sur l'EM ? Avais-tu hésité ? Alors oui, à la base, c'était pas l'école que j'avais choisie. Je m'orientais plus vers la ville de Bordeaux. C'est vrai que c'était plus la ville qui me plaisait pour poursuivre mon projet professionnel. Ma vie étudiante plutôt. Et en allant faire les oraux à l'EM Strasbourg, c'est vrai que l'école m'a tout de suite attirée, c'était très convivial, les admissibles étaient vraiment très accueillants. Et au final, j'ai complètement changé mon parcours, mon choix, et j'ai donc décidé d'intégrer l'EM Strasbourg. D'accord, donc tu avais fait un choix en fonction de la ville au départ, et exactement. Finalement changé en fonction de la ville aussi, ou en fonction du campus, en fonction du programme ? Pas de la ville parce qu'il pleuvait et j'ai même pas pu découvrir la ville. C'est vraiment l'atmosphère qui régnait, les oraux qui étaient très atypiques, et au final je me suis sentie vraiment, vraiment à l'aise. C'était vraiment centré sur l'étudiant, sur nous, sur nos passions, et c'est vrai que ça a été vraiment très intéressant, et c'est ça qui a fait que j'ai choisi l'EM Strasbourg. Donc tu as senti une atmosphère un peu différente que dans les autres, où tu étais allée aussi, tu avais testé les autres ? J'ai testé d'autres écoles, j'ai fait 5 ou 6 écoles de management différentes dans mes oraux. Et c'est la seule école, sans langue de bois, où j'ai senti que c'était vraiment centré sur l'étudiant, plus que sur des oraux où on trie, entre guillemets, les profils qui nous intéressent le plus. Là, c'était vraiment personnalisé. Très bien. Marie, comment faut-il faire son choix ? Est-ce qu'on fait en fonction de la ville, en fonction du programme, en fonction de l'ambiance qu'il y a le jour des admissibles ? Je pense honnêtement un peu de tout. Le programme, c'est important. Je pense que si quelqu'un a envie qu'on l'aide à travailler sur son projet professionnel, ses aspirations personnelles, on est une bonne école. Après, je pense que la ville et l'ambiance, ce qu'on ressent au moment où on passe l'oral est important aussi. Pour moi, il y a quand même un projet pédagogique à regarder, mais c'est certain que les étudiants, ils vont aussi voir comment ça se passe avec l'équipe de staffeurs, comment est le campus, est-ce que c'est sympathique, est-ce que la ville m'a plu, et je pense qu'il faut prendre un peu de tout et puis faire son choix à la fin, ce qui n'est pas simple. Donc l'EM Strasbourg, vous mettez le paquet le jour des oraux ? Comment ça se passe ? Je suis pas sûre qu'on mette spécialement le paquet, mais alors on a une équipe qui est vraiment super sympathique de staffeurs, honnêtement. Je trouve que là, cette année, ils ont la patate, c'est très bien. Après, je pense qu'on a la chance aussi d'avoir un campus centre-ville, donc ce qui permet aussi de voir la ville de Strasbourg, etc. Même s'il pleut. Même s'il pleut. Alors, il pleut pas toujours à Strasbourg, il fait quand même très beau et très chaud. C'est vrai qu'il fait beau et chaud. Non, il fait beau et chaud. Là, il pleut à Paris, mais il faisait beau à Strasbourg quand je suis partie. Gris, mais il pleuvait pas. Mais je pense que les étudiants doivent se faire eux-mêmes une idée en venant de comment ils sentent un peu l'atmosphère des différentes écoles. Très bien. Allons-y pour la prochaine question. Bonjour, est-il possible de changer de parcours au cours de la première année en passant du parcours en français au parcours franco-allemand, par exemple ?
Alors, donc j'explique un peu parce que je pense que c'est quelqu'un qui a regardé vraiment en détail notre plaquette. Donc les étudiants, quand ils arrivent chez nous en première année, ils peuvent faire un choix de parcours, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'orienter soit en franco-français, soit en franco-anglais ou en franco-allemand. Ça veut dire que la majorité des matières de management, marketing, finance, supply chain sont soit faites en français, en franco-français, allemand ou en anglais. Alors est-ce qu'on peut changer de parcours? C'est évident que les nombres de places sont limités dans les parcours franco-anglais, franco-allemand. Alors, on a à peu près 150 places en franco-anglais. Donc, on arrive quand même à combler la grande 150 demande. places en franco-anglais, combien en allemand, français, en général, on a 40 places, mais on ne remplit pas forcément toujours, Okay. parce que c'est pas ce qui attire le plus, c'est le reste en français. On peut changer si vraiment on a un étudiant, par exemple, qui est en franco-allemand, on s'est rendu compte qu'il y a des difficultés, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on est en franco-français, après, les places sont prises. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un étudiant qui se désiste pour changer. Donc, moi, je conseillerais plutôt à l'étudiant de s'inscrire dans un franco-allemand. Et puis, si vraiment on voit qu'il a des difficultés, bien sûr, on le switchera pour le passer en franco-français. Il n'y a aucun souci. Mais avant de faire ce choix, vous testez le niveau des étudiants? Enfin, on regarde déjà le niveau qu'ils ont en langue au concours. On essaye de s'assurer qu'ils ont un petit B2, un grand B1. Donc, je pense qu'eux connaissent, c'est le référentiel européen. Donc, on regarde quand même que le niveau en anglais ou en allemand n'est pas trop bas parce que sinon, c'est difficile. Ok. Marine, tu avais choisi quoi comme parcours? Franco-français. Ok. Ça s'est bien passé? Oui, très très bien passé. T'as pas regretté d'être pas allé en allemand ou en anglais? Non, alors l'allemand, c'était pas ma langue de prédilection. Et l'anglais, j'ai pu vraiment progresser pendant mon année à l'étranger. Je pense qu'on aura l'occasion d'en Donc on discuter. peut quand même, on a l'occasion de suivre des cours en anglais, de toucher un petit peu à côté international, même quand on choisit le parcours franco-français? Bien sûr, on a des cours de langue LV1, LV2. Donc moi, en l'occurrence, c'était anglais et espagnol. Donc on a des cours tout au long de l'année, que ce soit le premier semestre, deuxième semestre, pour progresser en langue, quoi qu'il en soit. Puis après, en dernière année, on a des spécialisations totalement en anglais. Et puis, il y a une année obligatoire à l'étranger où là, les étudiants n'ont pas le choix. C'est cours en langue étrangère, quoi. Ça marche. Vas-y. Bonjour, et je vous remercie en avance de l'attention que vous allez porter à ma question. J'aimerais savoir si vous proposez un double diplôme avec le droit. Merci. Alors non, pas de double diplôme avec le droit. On a une grande offre de double diplôme en marketing et gestion du sport, avec Sciences Po, l'IEP, en management public. Mais pour le moment, rien avec le droit parce que c'est quand même très spécifique. Ça demande une formation de juriste. Donc comme on cherche beaucoup de double diplôme niveau master, les étudiants, ils n'ont pas nécessairement les prérequis pour qu'on aille sur un double diplôme en droit. Donc je suis en train de regarder, parce que j'ai un collègue, justement, on en discute sur ce qu'on pourrait faire avec un aspect plus juridique, mais pour le moment, non. D'accord, parce que c'est vrai que c'est une question que j'ai vue moi-même dans le back-office juste avant de venir et qu'on a eu en double. Donc en fait, il y a quand même une certaine demande par rapport à ça. Est-ce que vous avez quand même des débouchés pour les personnes qui sont intéressées par ces métiers-là, par le droit? Qu'est-ce qu'on peut faire comme parcours? Alors on peut faire, ça peut être lié un peu à différentes, je sais qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont en ressources humaines et qui vont après vers tout ce qui est droit social, etc. On a les étudiants aussi, même qui sont dans les filières entrepreneuriat, qui vont après vers tout ce qui est droit des contrats. On a quand même quelques étudiants qui font des poursuites d'études, souvent c'est des juristes qui peuvent arriver, qui sont en admission parallèle et qui parallèlement à leur cursus vont continuer dans le droit, c'est-à-dire qu'ils vont terminer, ils vont faire 2 années chez nous et après, parallèlement à ça, ils vont faire une année de césure pour terminer leur M1, puis après aller en poursuite d'études en M2 ou le faire parallèlement. Mais c'est vrai que la plupart des étudiants qui s'intéressent au droit, ce sont des étudiants qui ont déjà un cursus juridique en amont, avant de rentrer chez nous. D'accord, très bien. Allez-y. Bonjour, étudiante en 2e année de prépa littéraire AL, je voudrais connaître les modalités des épreuves orales. En quoi consiste-t-elle? Que faut-il travailler en amont? Comment bien s'y préparer? Marine, qu'est-ce que vous avez fait pour vous y préparer? Alors, je pourrais compléter par la suite. Pour m'y préparer, c'est vrai que je me suis un peu centrée sur mon projet professionnel. Donc toi, tu avais fait une prépa à elle aussi? Alors non, j'ai pas fait une prépa littéraire, j'ai fait une prépa technologique. Donc Okay. j'ai fait un bac STG. Mais c'est les mêmes épreuves pour tout le monde? Oui, pour l'oral, c'est pareil. C'est un entretien, juste pour revenir, c'est un entretien de motivation où là, on vous demande de présenter votre centre d'intérêt, votre passion à l'aide d'un objet. L'idée, c'est de remonter des dernières lignes du CV. Et puis, il y a un oral d'anglais, il y a un oral de LV2. D'accord, donc on est évalué de la même manière qu'on vient voilà, de prépa quelle que littéraire, soit la prépa. Ok, voilà. très bien. Donc, les oraux de langue sont communs à un groupement d'écoles. Donc ça va être, on va avoir une écoute audio et ensuite on va devoir faire une synthèse et échanger à l'oral avec notre interlocuteur. Donc
et pour l'anglais et pour l'espagnol, ou l'allemand évidemment. Et ensuite, l'oral vraiment spécifique à l'EM Strasbourg, c'est vrai que par rapport à l'objet qu'on emmène, on va parler d'une passion, on peut parler également d'un projet professionnel. Moi, j'avais pas de passion, donc j'ai présenté quelque chose qui me tenait à cœur. Enfin, j'ai fait beaucoup de jobs étudiants en événementiel, et donc j'ai ramené un objet qui représentait un des événements sur lesquels j'avais travaillé. Donc ça m'a permis de parler de moi, de mon projet, et aussi d'expliquer pourquoi l'EM Strasbourg correspondait à mon projet. Donc c'est vrai que c'est un entretien qui est assez simple et sympathique à préparer, dans le sens où on parle vraiment de nous et de nos aspirations. Donc c'est quand même très sympa, et le fait de choisir un objet, ça met à l'aise. T'es obligatoire de choisir un objet, ou c'est toi qui as fait ce choix-là? Non, vous devez venir avec un support, objet, photo, etc., pour pouvoir, qui va aider en fait le candidat à parler de lui, parce que c'est pas simple en fait de parler de soi pendant sans avoir de questions en face, sans avoir de forcément. questions, c'est voilà, donc il va prendre son support. Ça peut être un maillot de foot pour quelqu'un qui aime le foot, un appareil photo pour quelqu'un qui aime les photos, etc. Et à quel point doit-on s'y préparer? Est-ce qu'on peut pas juste dire, bon, je vais parler de moi, je prends mon objet, je vais improviser? Ou est-ce qu'il faut vraiment préparer mot pour mot, apprendre un texte par cœur? Non, pas apprendre un texte par cœur. Après, je pense que comme tout examen, ça se travaille quand même un peu pour pouvoir avoir déjà la fluidité du discours. Ce qui est vraiment important, je pense que les étudiants doivent comprendre, c'est qu'on ne va pas juger l'objet. L'objectif, c'est pas d'être original pour être original et de parler de quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on fait pas vraiment. Parce que ça arrive? Ça arrive des fois d'avoir des étudiants qui veulent faire un truc un peu sympa et qui vont nous donner des photos de choses qui font pas vraiment et qui les caractérisent pas, parce que ça se voit assez vite à l'entretien. Donc même si votre passion, ou parce que moi j'avais pas de passion, donc si vous avez pas de passion mais quelque chose que vous aimez faire, vous aimez lire, faut savoir en parler, et pour savoir en parler, faut quand même avoir travaillé un petit peu, quoi. Ah, mais justement, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une autre question par rapport à ça. Si on n'a pas de passion pour les oraux d'admission, comment fait-on? C'est ce qui me freine à passer l'école de Strasbourg. Alors moi, j'ai pas de passion, honnêtement. Il peut faire peur cet oral, non? T'as pas fait peur, toi? Il m'a fait peur sur le coup, mais après, c'est vrai qu'on m'a beaucoup rassurée. J'ai posé des questions en amont aux étudiants qui, justement, font partie du staff admissible. Et on m'a rassurée, on m'a dit, pas la peine de trouver un objet vraiment décalé si ça ne nous correspond pas. Il faut vraiment rester raccord à notre personne, à notre personnalité. Et on saura nous poser les questions qui nous mènent à se confier sur ce qu'on souhaite faire plus tard. C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question dans mes entretiens en général, où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Et j'ai essayé d'expliquer comment l'objet en question que j'avais choisi, même s'il ne parlait pas d'une passion, pouvait me mener à ce projet professionnel. C'était quoi comme objet? C'était une casquette. J'ai travaillé sur un événement qui s'appelle le Trophée de l'Âge d'Or, pour ne pas le citer, et c'était sur un circuit automobile. Donc voilà, on portait tous des casquettes, le staff de l'événement, et donc j'ai ramené cet objet-là. Non, et ce qui est important, je sais pas, mais il y a beaucoup d'étudiants où moi je sais que j'avais fait une classe prépa aussi. Notre caractéristique, c'est aussi un peu d'être un bon élève, et on n'a pas forcément fait grand-chose à côté, parce qu'on a beaucoup travaillé. Et on est en construction. Il y a un étudiant, il était venu, c'était sympa, parce qu'il était venu avec un plot, et il a dit, moi, je suis en chantier parce que je sais pas encore où je vais, je suis en construction. Donc on peut trouver des petites astuces comme ça pour dire qu'on n'a pas de passion. Même sans astuces, je pense qu'on peut être clair et transparent en disant, voilà, j'ai fait une prépa, je me découvre, je suis attirée par votre école parce que l'international me plaît. Enfin, on va pas juger la passion, l'objet, le centre d'intérêt, mais vraiment, on peut arriver après une prépa et pas avoir de projet professionnel. C'est normal, souvent les étudiants, ils n'ont pas fait de stage. Donc je pense qu'il faut qu'ils arrivent de manière détendue, et après, de toute façon, le jury est là pour détendre l'atmosphère. Donc finalement, c'est plus la forme qui compte, c'est ça? Non, c'est aussi de voir, vous voyez par exemple à Strasbourg, on a une année obligatoire à l'étranger. Il faut aussi qu'on ait des étudiants face à nous qui se disent moi j'ai envie de découvrir le monde, d'apprendre, multiculturel. Si on a des étudiants qui disent moi je veux pas quitter la France, etc., on voit que c'est pas en accord avec ce dont on a envie de travailler avec eux. Mais ma passion c'est mon oreiller, je préfère dormir la journée. Non, c'est pas voilà, après il y a des étudiants qui sont venus avec la passion, c'est la fête, et c'est très bien passé. Ouais, il a eu 20 sur 20, il était très content. Il était fort celui-là, dis donc. Allez-y. Je suis intéressée par tout ce qui concerne l'édition ou les domaines artistiques et culturels. Votre établissement propose-t-il des cursus en accord avec ces différents intérêts? Offrez-vous des perspectives d'avenir en rapport avec ces domaines? Alors, c'est pas évident
alors déjà un diplôme grande école, c'est un diplôme qui est généraliste en management, donc ça ouvre beaucoup de voies. Ce qui peut emmener vers le culturel, tout ce qui est domaine artistique, etc. Nous, on a un étudiant qui est champion du monde de Diabolo, qui maintenant va faire la France un incroyable talent, voilà, on peut adapter le parcours. Pour l'instant, on n'a pas de spécialisation en culturel. Après, je suis quand même en train de regarder avec l'IEP parce qu'ils ont un master en tout ce qui est domaine artistique et gestion de la culture. Pour l'instant, on l'a pas. Mais je pense qu'il faut se rendre compte qu'avec un diplôme grande école, on peut faire beaucoup de choses. En plus, comme on a des cours électifs, on a un cours électif justement dans le management culturel où les étudiants peuvent commencer à découvrir Donc il y a quand même un cours spécifique il y a sur un ces cours domaines-là au choix sur le management culturel que les étudiants peuvent choisir en deuxième année sur site. Après, il faut aussi qu'ils viennent me voir parce que comme on a une offre assez ouverte avec notre partenariat avec l'UNISTRA, on peut aussi faire des suppléments au diplôme dans ces domaines-là. D'accord. Donc c'est assez ouvert. Et après, c'est plutôt les stages qui vont faire l'orientation C'est beaucoup les stages, de la carrière de l'étudiant. Ouais, tout à fait. Et donc là, dans ces domaines-là, vous avez des contacts, des partenariats par exemple? Alors moi, si je peux juste ajouter quelque chose, j'ai une amie qui est, enfin même ma colocataire, qui fait la spécialisation marketing et qui est justement dans un stage qui touche à l'édition et à la culture. Elle est chez Hachette. Et donc, comme quoi, enfin, même en choisissant une spécialisation marketing, après, c'est vrai que c'est en choisissant nos stages aussi qu'on peut se spécialiser dans un domaine ou un autre. Et donc, ça ne lui a pas bloqué de porte de ne pas avoir de cours spécifiques sur le sujet. Au contraire, là, elle était vraiment passionnée par la culture, l'édition, etc. Et ça lui a permis de réaliser un stage chez Hachette à Strasbourg ou à Paris? À Paris. À Paris. Très bien. C'est là qu'on essaye aussi d'emmener nos étudiants avec le cap carrière sur la définition de ce qu'ils veulent faire et justement de leur montrer qu'est-ce qu'il faut travailler, où est-ce qu'il faut aller pour aller dans un projet professionnel qui est plus le culturel, la musique, etc. Ok, très bien. Alors, on va faire une petite pause dans les questions tout de suite. On va passer aux 3 mots max tabou. Les 3 mots max tabou, c'est 3 mots maximum que vous allez me donner tout de suite. Et si vous avez 3 mots que j'ai choisis moi de mon côté, que les internautes vous connaissez puis qui s'affichent en bas de votre écran, ça sera le buzzer qui va retentir avec un agréable nom. D'accord. À vous de trouver un autre mot. Allez-y. Moi, je commence avec personnalisation. Non. Je l'avais. C'était sûr. Donc, je vais dire carte parce qu'on offre un parcours à la carte ou distinctif. Très bien. L'objectif, je ne sais pas s'il faut décoder un peu ou pas. Ah oui, il faut un petit peu expliquer. Il faut un petit peu expliquer. C'est ce que j'essayais de dire au début, c'est qu'en fait, on veut vraiment axer notre projet pédagogique autour de l'étudiant. Tous les étudiants sont différents, ils n'ont pas envie de faire la même chose. Donc chez nous, ils vont devoir réaliser des choix sur quand est-ce que je pars à l'étranger, est-ce que je fais une année professionnalisante pour avoir une expérience plus forte en entreprise, apprentissage, pas apprentissage, double diplôme, pas double diplôme, entrepreneuriat, pas d'entrepreneuriat, etc. Donc on va vraiment personnaliser le parcours en fonction de ce qu'a envie de faire l'étudiant, de ses points forts, où est-ce qu'il veut aller et comment il a défini son projet professionnel. Très bien. Le deuxième mot ? Expatriation. Non, je ne l'ai pas celui-là. Ah, sympa. Comme on l'a expliqué, il y a une année obligatoire à faire à l'étranger. Donc moi, je suis partie en Corée du Sud. Donc c'est une année qui nous permet déjà d'apprendre personnellement, professionnellement, enfin un peu sur tous les aspects de notre vie. Donc ça m'a surtout permis de me spécialiser en marketing premièrement, mais aussi de développer mes compétences en langue. Donc c'est vrai que j'avais pas un niveau d'anglais qui était très T'as appris le très coréen élevé. aussi ? Un tout petit peu, 2-3 mots seulement. Mais d'être immergé 1 an à l'étranger, ça nous permet vraiment de progresser très rapidement en langue, d'avoir un niveau très, très intéressant. Et c'est surtout après, quand on arrive en entreprise, qu'on a un profil international, c'est très intéressant. Non. International. C'est sûr. On a un profil très ouvert sur le monde, Très bien. qui permet aussi aux recruteurs de voir qu'on a réalisé ce challenge de vivre 1 an loin de notre culture. On s'est immergé dans une culture qui n'est pas la nôtre. Et aussi, voilà, on a un profil qui est très global, ouvert sur le monde. Très bien. Le troisième mot ? Le troisième mot, je vais vous dire famille. Non. Ah. Par contre, j'ai des mots qui se rapprochent, qui tournent autour de tout ça. Non, en même temps, vous avez lu notre projet pédagogique avant, donc c'est normal. Le programme en école de l'EM Strasbourg, l'objectif, c'est d'avoir un esprit un peu high-touch, esprit familial. On intègre 400 étudiants primo-arrivants en première année. Ils sont répartis en 10 groupes de 40.
L'idée, c'est justement de pouvoir faire ce travail personnel avec les étudiants, qu'on crée un peu cet esprit de famille entre les étudiants, entre les enseignants, la direction et les étudiants, pour que on puisse un peu avoir cette individualisation du parcours. On ne peut pas être trop nombreux, donc on a un peu un esprit high touch, dimension taille humaine, esprit familial de l'école. Très bien. Donc le dernier mot tabou que vous n'avez pas prononcé, c'était accompagnement. Qui aurait pu entrer dans cette dernière partie. Merci beaucoup. Allez-y pour la suite des questions. Comment se déroulent les cours en première année? Y a-t-il des options à choisir? Il y a des petits changements par rapport à votre année, Marine. Vous pouvez peut-être continuer, mais... Alors, les cours en première année, c'est un parcours assez différent de la prépa. C'est vrai que c'est moins intensif, mais ça va être des cours assez généraux. Donc, des statistiques, comptabilité, finance. Je pense que ça permet une certaine remise à niveau. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui viennent de prépa littéraire, d'autres de prépa scientifique, d'autres de prépa économique comme moi. Donc, ça permet de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, d'avoir des cours vraiment qui touchent au management. Et vous avez tous les mêmes cours du coup? On a tous les mêmes cours. On a par contre au deuxième semestre des électifs à choisir. Donc là, si déjà on veut se spécialiser dans le marketing, dans les ressources humaines ou dans toute autre chose, on peut choisir 2 cours qui se rapprochent déjà d'une potentielle spécialisation. Donc ça nous permet aussi de voir si effectivement cette spé nous intéresserait ou pas, de réorienter notre projet ou alors de le confirmer justement. Alors, c'est quoi les changements cette année? Non, il y a des petits changements. Déjà, on a accès en fait... notre première année, c'est une année de management général pour l'ensemble des étudiants. On a fait le choix de mettre tous les étudiants ensemble, quelle que soit leur formation. Alors, par rapport à Marine, ce qu'on tente l'année prochaine, c'est... je fais un petit teaser, mais c'est de se dire, on a beaucoup d'étudiants de classe prépa qui connaissent pas le monde de l'entreprise. Puis ils arrivent, après avoir eu des cours de philo, des cours de français, sur des cours de marketing, de compta, les contentés. C'est pas forcément toujours facile de voir à quoi ça sert, même les théories du marketing qu'on va apprendre. Donc en fait, on va axer tous nos cours de première année autour d'un jeu d'entreprise où les étudiants vont devoir, à l'issue du premier semestre, monter une entreprise. Alors je ne vais pas dire de quoi, je ne vais pas dire comment, parce que je ne veux pas monter une entreprise, et les cours de stratégie, de marketing et de finance vont être axés autour de ce jeu. Donc ils seront en équipe de 4. C'est une vraie entreprise? Non, c'est une entreprise fictive qui doit répondre à un des enjeux de la BPI qui a été défini par la BPI. Donc c'est aussi lié à nos 3 valeurs. Et donc à la fin, c'est un appel de fonds avec une vidéo à réaliser. Et donc tous les cours vont être plutôt axés sur comment j'apporte les cours au moment où l'étudiant en a besoin, justement pour monter son entreprise fictive. Bien concret, quoi. Pour que ce soit, pour apporter un peu plus de concret et puis de terrain pour des étudiants qui souvent connaissent pas le monde de l'entreprise. Et par rapport à votre année aussi, il y a une sorte de pré-spécialisation qu'on va avoir au deuxième semestre avec les étudiants qui ont un track un peu plus stratégie marketing et un track un peu plus finance, chiffres, qui se fait aussi au deuxième semestre. Mais sinon, c'est des cours de management général avec aussi des électifs, des cours d'économie quand même encore. On a la plateforme Voltaire aussi pour refaire un peu de français et d'écriture. D'accord. Et puis des langues. Et donc ce petit jeu que vous allez préparer, ça sera en groupe ou ils seront tous ensemble? Comment ça va se passer? Alors après, nous, nos cours, ils sont répartis généralement, on a 10 groupes de 40 étudiants et dans les groupes de 40, ils vont faire des groupes de 4 étudiants à peu près. Puis ils vont devoir mener à bien ce projet d'entreprise. J'espère que ça va bien fonctionner. Dès cette année? Dès cette année, là, à la rentrée 2019. Très bien. Allez-y pour la prochaine question. Concernant l'année à l'étranger, comment ça se passe? Est-ce qu'on va se rendre forcément dans l'université choisie? Est-ce que ça dépend de nos notes? Est-ce que le stage de fin de M1 se fait aussi à l'étranger? Alors, beaucoup de questions. Ouais. Alors, est-ce qu'on se rend forcément dans l'université choisie? Alors, il faut savoir qu'en première année, on va être évalué sur notre premier semestre pour nos départs à l'étranger, si on souhaite partir en deuxième année, évidemment, et même en troisième année, finalement. Donc, on peut choisir de partir en deuxième ou en troisième année? Exactement. Okay. Donc, on va être classé en fonction de nos notes. Et par rapport au classement, on va pouvoir élaborer une liste de vœux des pays dans lesquels on souhaite partir à l'étranger. Et en fonction de notre classement, on va nous attribuer une destination. Donc il faut savoir qu'on fait quand même une liste de 10 vœux, voilà. Donc sur 200 destinations possibles, on choisit quand même 10 potentiels pays, universités qui nous intéresseraient. On a forcément une des universités de ces 10 choix qu'on fait, c'est ça? Globalement, oui, on est quand même sélectionné dans un de nos 10 choix. Mais voilà, encore une fois, c'est par rapport à un classement. Donc, il faut vraiment, dès le départ, bien réussir son semestre pour avoir
plus de chances d'aller dans l'université qui nous correspond. D'accord. Et il y a également certaines universités qui nécessitent d'avoir déjà un niveau B2 en anglais ou en espagnol, donc afin d'arriver et d'avoir le niveau requis en langue pour pouvoir quand même suivre les cours dans ces universités-là. Ok. Toi, tu avais choisi la Corée du Sud, du coup? J'avais choisi la Corée du Sud, c'était mon premier choix et j'ai eu mon Parce que premier tu étais choix. très bonne. Quelles étaient tes notes, en fait? Pas spécialement, non. J'étais pas une très très bonne élève, mais c'est vrai que, il y a plusieurs étapes. On va faire une liste de vœux, on va avoir un premier retour de l'école qui va nous dire, alors sur ces vœux-là, vous êtes potentiellement pas bien placé entre guillemets parce que beaucoup d'étudiants classés devant vous l'ont demandé. Ouais. Sur ces vœux-là, vous avez la possibilité, vous avez du potentiel, vous pouvez facilement entre guillemets accéder à cette université ou au contraire, on vous conseille de changer vos vœux parce que ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a déjà on est orienté et ça nous permet de nous aussi de se dire bon voilà, là, on n'a pas trop la possibilité d'accéder aux universités. Où est-ce que je pourrais aller? Et c'est vrai qu'au départ, la Corée du Sud, c'était pas du tout un pays qui m'attirait. Et au final, je me suis renseignée, j'ai regardé l'université plus en détail. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu cette université-là. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur le coup de la Corée du Sud avec toi? Alors, la Corée du Sud, c'est vrai qu'il y a plusieurs universités, donc, et à Séoul. Et moi, j'étais pas à Séoul, j'étais à Gyeongsan. Donc, on était 4 étudiants de l'EM Strasbourg à aller dans cette université-là. D'accord. Et les top 3, c'est quoi pour les départs? En ce moment, ça change, c'est assez drôle. En ce moment, c'est Montréal quand même, HEC Montréal, qui truste le début du classement. On a eu, c'est marrant, pendant la période Coupe du Monde de foot, on a eu Rio qui a trusté la première Comme par place hasard, du 4. On a quand même le Royaume-Uni aussi qui est très demandé, parce que c'est vrai que partir... c'est pas très très loin non plus. C'est pas très très loin, c'est peut-être plus facile. C'est des paysans. En ce moment, de toute façon, c'est l'Asie. Ce que les étudiants, là, sur les 2 dernières années, ce qu'ils demandent, c'est l'Asie. Après, il y a quand même 85% de nos étudiants qui ont leurs 2 premiers choix qui sont affectés. Et puis, on a beaucoup plus de places que d'étudiants qui partent. Donc, le dernier, il va pas aller forcément toujours, il a toujours encore le choix entre 70 destinations. La fin de la question précédente, c'était sur le M1. Est-ce qu'on peut aussi partir en stage à l'étranger pendant votre M1? Donc, il y a plusieurs moments où on peut partir finalement. Vous pouvez faire votre stage partout en fait, à l'étranger, que ce soit en première, deuxième ou troisième année. Le stage, on demande un stage à caractère international sur le cursus. Et donc l'étudiant peut le placer où il veut. C'est sûr que quand il est à l'étranger, c'est beaucoup plus facile de faire son stage après dans l'université partenaire. D'accord, tu vas faire où ton stage toi? Alors moi je suis en année professionnalisante cette année justement, donc j'ai réalisé 2 fois 6 mois de stage. Donc mon premier stage je l'ai réalisé au sein du groupe M6 en communication digitale, Et actuellement je réalise mon deuxième stage de 6 mois au sein du Paris Saint-Germain, donc toujours dans le digital, communication digitale. Ah, tu vas faire des enjeux. Il paraît qu'elle a vu les joueurs de foot. Et oui. Ah oui, non, moi j'ai mon fils. On a eu la chance de. Ah, moi je suis plutôt l'OL, donc ça va. Allons-y. Bonjour, j'aimerais savoir si le support pour l'oral peut être une vidéo maximum 1 minute. Alors vous disiez que c'était un objet, mais pas forcément, donc on peut avoir. Alors il y a eu des photos, donc je pense qu'on peut mettre une vidéo. Faut bien, à mon avis, il n'y a rien pour projeter, donc il faut bien avoir la vidéo sur le téléphone. Pour être sûr à 100%, est-ce qu'il y a possibilité de projeter? Moi, je conseille d'appeler notre team admissible qui pourront répondre oui, on a un vidéo ou pas. Vous conseillez de projeter plutôt que de montrer un pour ordinateur montrer, ou alors prenez une tablette sur un téléphone, c'est petit. Mais honnêtement, s'il y a une création de vidéo, pour moi, c'est chouette. Ça permet de montrer. Maximum 1 minute, il y a une limite du coup de temps. On ne peut pas montrer un long métrage non plus. Non, au bout d'un moment, il faut quand même que l'étudiant parle, mais c'est une bonne idée. C'est vrai que moi, j'ai fait partie de la team admissible justement, donc j'ai accueilli les étudiants qui venaient passer leurs oraux. On a eu également des personnes qui venaient avec des enregistrements audio, qui faisaient de la musique, qui voulaient faire écouter ce qu'ils faisaient, ce qu'ils produisaient. Et effectivement, on a déjà eu des personnes qui ont montré des vidéos donc sur tablette. C'est vrai que c'est simple. Je crois qu'on ne projette pas. C'est plus simple. C'était quoi la chose la plus originale pour toi? Alors la chose la plus originale, c'était un étudiant qui était fan. Sa passion, c'était les insectes. Du coup, il a ramené tous les insectes qu'il avait vivants. Non, pas vivants. Qu'il avait collectionné depuis qu'il était tout petit. Mais c'est vrai qu'il était passionné d'insectes. Donc, je ne sais pas si ça a passionné le jury. Vous n'avez pas vu le serpent? Il y en a un qui a ramené un serpent aussi. Ah oui. Ouais, ça peut être intimidant quand même. C'est vrai. Mais il y a des choses sympas. Ok, allez-y. Est-il possible d'obtenir un double diplôme à l'EM Strasbourg, le master en management et MSc au choix? MSc, oui.
Alors, on a une grande offre de double diplôme, que ce soit sur site ou à l'étranger. Par exemple, on peut avoir un master de l'université d'Adélaïde en International Business en Australie, un master en finance de l'université de Pepperdine à Malibu. On peut avoir un MBA du Vietnam. Donc, on a une grande offre de double diplôme à l'étranger, mais aussi sur site. Avec l'université de Strasbourg, on peut par exemple aller en double diplôme avec l'IEP, Sciences Po en management public. Un double diplôme en marketing et gestion du sport avec la faculté des sciences du sport, un marketing en stratégie digitale avec un master en stratégie digitale. On a le double diplôme pour l'expertise comptable avec le master CCA qui donne le maximum d'équivalence pour le DSCG. Donc on a une grande offre de double diplôme, que ce soit à l'étranger pour l'étudiant qui aura choisi de partir en 3e année à l'étranger ou sur site dans les différents domaines. D'accord. Et logistiquement, ça se passe comment pour un double diplôme ? L'étudiant, il fait son cursus à l'étranger, il est à l'étranger et donc il doit valider les règles de l'université partenaire dans son année à l'étranger. Quand il est sur site, l'étudiant fait les cours, par exemple du master à l'IEP, plus que quelques cours en plus de temps en temps chez nous, et puis on lui valide par la validation du master, la validation de la spécialisation PGE. Donc il n'y a pas beaucoup de travail en plus. Ok. Marine, t'es intéressée par un double diplôme ? Alors non, moi j'ai déjà choisi ma spécialisation, donc ce sera l'apprentissage en marketing, mais pareil, j'ai une amie qui a choisi de s'orienter sur le double diplôme gestion événementielle sportive, et c'est vrai que le calendrier est assez bien géré entre les cours à l'EM Strasbourg et les cours à la fac et le temps en entreprise. Ok, très bien. On arrive à la moitié du live. Est-ce que vous savez où on en est ? Destination finale, non, c'est les photos. Et voilà, on lance la destination finale. Alors sur quelle phrase à trous, phrase inachevée vous allez tomber et que vous allez compléter on va le savoir tout de suite. Je vous laisse tirer. Allez, je remue bien. Comme dans Motus. Alors, le métier de mes rêves, ce serait de devenir responsable de projet digital. Où ça ? C'est vrai que je vais réaliser mon alternance au sein du groupe Pernod Ricard. C'est un groupe que j'ai découvert en préparant mes entretiens et c'est vrai que j'aimerais beaucoup poursuivre dans cette entreprise. Donc tu passes du PSG à Pernod Ricard. C'est ça, exactement. J'aurais fait... C'est vrai. Et c'est où ça ? C'est basé où ? C'est à Paris, le siège est à Paris, donc c'est dans le 16e arrondissement. Donc c'est vrai que c'est vraiment le headquarter, donc ça regroupe vraiment toutes les marques du groupe Pernod Ricard. Il y en a un sacré paquet, et le service digital dans lequel je serai a pour mission de justement gérer la stratégie digitale de toutes les marques et donc d'être un peu le leader, le pionnier donc si j'ai bien suivi, donc tu as fait un stage à M6, oui, un stage au Paris Saint-Germain. Et là tu comptes faire un apprentissage, c'est ça ? Exactement. Chez Pernod Ricard. Donc tu as déjà ta place assurée là-bas ? Ma place assurée là-bas, je ne sais pas, mais mon apprentissage, oui, pour l'année. Je commence en juillet, d'ici 3 semaines. Et donc le métier de tes rêves se rapproche des missions que tu vas avoir en apprentissage ? Voilà, chef de projet digital, c'est vrai que c'est quelque chose qui approche quand même. Exactement. Donc, avant de réaliser mes stages, je me dirigeais plus sur de l'événementiel et c'est mes stages qui m'ont permis vraiment de réaliser que le digital me plaisait et que je voulais plus tard m'orienter au niveau un poste à responsabilité dans le digital. Et l'EM t'a donné les outils justement ? Alors oui, c'est vrai que j'ai commencé à avoir cette idée qui est maintenant en moi en intégrant le bureau du multimédia, donc qui est une des associations de l'EM Strasbourg. Donc j'ai un peu découvert tous les outils SAP, donc Photoshop, Final Cut, réalisation de photos, vidéos, etc. Et ça a commencé un peu à m'animer. Et par la suite, j'ai réalisé donc le stage admissible. Donc j'ai fait partie du staff admissible en tant que responsable du pôle communication et multimédia. Où donc là, pareil, on était chargé de toute la communication des admissibles, que ce soit d'un point de vue digital ou de la communication globalement. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, ça me plaît. Et j'ai orienté mes stages professionnels dans cette direction. Marie, le métier de vos rêves, ce serait directrice déléguée du programme Grande École. Non, alors on va progresser, on va dire un jour directrice de l'EM Strasbourg. Je n'osais pas la faire. Oh, monsieur Castéran, il ne sera pas fâché avec moi. On va toujours progresser. Non, moi je suis très bien où je suis là. Okay. C'est très bien. Super. Bon, allez-y pour la longue question qui suit. Oui, je vois ça. Bonjour. J'aimerais intégrer le PGE de l'EM après un master d'histoire Bac+5. N'est-ce pas trop atypique ? De plus, j'aimerais candidater au double diplôme avec l'IEP. Est-ce possible pour les élèves comme moi venant d'admission parallèle ? Pouvez-vous également, attendez, ça passe, m'éclairer sur les modalités d'admission ?
Alors, moi je trouve pas ça du tout atypique, je trouve ça très bien après un background d'histoire, de se dire maintenant je veux m'orienter entreprise, etc. Donc non, je trouve pas ça atypique de passer une école de management. Ensuite, en ce qui concerne spécifiquement l'EM Strasbourg, nos étudiants vont tous partir une année à l'étranger. Donc si on a un étudiant qui arrive en admission parallèle 2, comme ce serait le cas de cet étudiant, en dernière année, il devrait partir à l'étranger. Donc, le double diplôme avec l'IEP qui est sur site, ce ne sera pas possible pour cet étudiant qui arrive en admission parallèle 2. Sauf si, puisque pour certains admissions parallèles qui ont déjà un cursus internationalisé, ils peuvent être dispensés de départ, mais uniquement les admissions parallèles 2. S'il a déjà eu, dans son cursus une expérience à l'étranger. Ce qui n'est pas évident quand on a fait la fac d'histoire. Ce qui n'est pas évident quand on a fait la fac d'histoire. Donc moi, je lui conseillerais soit de voir si une poursuite d'études directe avec l'IEP n'est pas possible. Mais à ce moment-là, il n'aura que le diplôme de l'IEP. Il n'y aura pas un diplôme grande école. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir cet aspect aussi grande école, entreprise, réseau, professionnalisation, ou d'intégrer chez nous et sans faire le double diplôme et de partir à l'étranger, etc. Mais, très bien, voilà. Bon, ça c'est un bon petit conseil. Vous en avez pas mal des profils comme ça, parce que vous dites que c'est pas typique, mais dans les faits. Dans les faits, on a quelques étudiants qui ont déjà un M2, pas beaucoup. Souvent, c'est des étudiants qui arrivent en admission parallèle 2 avec une licence ou un M1, un premier M1. Mais non, on a, je dirais, une dizaine d'étudiants un peu plus âgés que les autres. D'accord. Et qui ont fait la fac d'histoire, mais qui n'ont pas forcément un bac plus 5. Voilà, histoire, philosophie. On a des juristes aussi et qui ont envie de faire quelque chose d'un peu plus professionnalisant. Je trouve que c'est des jolis cursus. Très bien, merci pour ces conseils. Allez-y pour la suite. Est-il possible de faire son alternance de master avec une entreprise étrangère, notamment allemande? Merci à vous. Alors, vous savez ? Eh bien oui, je crois que c'est la seule possibilité, c'est avec l'Allemagne. Ouais, alors déjà, il faut distinguer alternance et apprentissage, parce qu'il y a une grande différence. L'apprentissage, c'est l'alternance avec un format spécifique où vous êtes apprenti, où il y a un statut spécifique et où les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. C'est franco-français ça, non ? Alors c'est franco-français, sauf avec une partie de l'Allemagne qui est le Baden-Württemberg, juste donc une région de l'Allemagne à la frontière. Donc là, on a des étudiants qui sont en apprentissage avec l'Allemagne. Et donc moi, je conseille toujours le statut d'apprenti. D'ailleurs, il faut vraiment faire la différence entre apprentissage et alternance, parce que l'apprentissage est beaucoup plus avantageux pour l'étudiant. Les contrats pro, en fait, c'est ça. Les contrats pro, voilà. Alors qu'il y a des offres qui peuvent être en stage alterné, c'est ce qu'on appelle l'alternance, ça veut dire moitié du temps à l'école, moitié du temps en entreprise, mais vous êtes sous le régime du stagiaire, et comme vous êtes stagiaire, vous n'avez pas cette prise en charge de vos frais de scolarité par l'entreprise. Bien sûr. Donc vraiment, il faut faire attention sur je réponds à une offre d'alternance, ce n'est pas la même chose que de l'apprentissage. Ou j'ai une formation en alternance ne veut pas dire apprentissage et frais de scolarité pris en charge. D'accord. Donc apprentissage, oui, avec le Baden-Württemberg, et alternance avec tous les pays, si c'est possible. Après, on ne va pas aller faire une alternance en Chine. Et dans l'absolu, l'alternance chez vous, ça se chiffre comment? Il y en a beaucoup qui en font? Non, en général, nous, on fonctionne avec l'apprentissage. Si vraiment on a un étudiant qui, à un moment donné, a un projet spécifique, il va faire un stage alterné, mais nous, on a à peu près 240 places en apprentissage. En master? En master. Nous, c'est sur la dernière année du cursus. L'objectif, c'est que les étudiants, ils aient le statut d'apprenti ou contrat pro pour que, justement, ils aient au moins 80% du SMIC et les frais de scolarité pris en charge par l'entreprise. Mais pas tout le monde fait de l'alternance. Il y en a qui font un stage à la suite de leurs études un peu plus classiquement. On a déjà une partie des étudiants qui sont en dernière année à l'étranger. Donc là, ils ne font pas forcément d'apprentissage, nécessairement. Et dans les étudiants qu'on a sur site, on a une grande majorité qui font de l'alternance et quelques étudiants qui sont en formation initiale avec un stage long de fin d'études à la fin. Pourquoi tu as choisi de faire de l'apprentissage, toi, enfin de l'alternance du coup? Je trouve que c'est un tremplin à l'embauche. C'est vrai que de partir avec 2 ans d'expérience, donc je comptabilise l'année pro et l'apprentissage, ça aide quand même à trouver un emploi directement à la fin des études. Je vois souvent les entreprises demandent minimum 1 an, 2 ans d'expérience. C'est vrai que nous, avec l'EM Strasbourg, on est beaucoup aidés de ce point de vue-là, vu qu'on peut faire une année de professionnalisation avec 2 fois 6 mois de stage, puis une année d'alternance. C'est vrai qu'on emmagasine un certain nombre d'expériences et ça nous aide beaucoup pour nous insérer professionnellement par la suite. C'est comme une césure, cette année professionnalisante dans laquelle tu es en ce moment? Alors, il y a l'année de césure où on peut mener un projet personnel, humanitaire, etc. Et nous, ce qu'on appelle l'année professionnalisante, où c'est 2 fois 6 mois de stage à réaliser. Et c'est en plus du coup du cursus ou ça s'inscrit dans le cursus? On choisit ou non de faire cette année de professionnalisation ou année de césure. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai que
On nous incite quand même à le faire dans le sens où ça nous aide. Ça va vraiment nous apporter une première expérience, première ou pas, expérience professionnelle. Ça va nous ouvrir au monde du travail et c'est vraiment très intéressant. J'étais pas prédestinée à en faire une. J'ai beaucoup échangé, on m'a conseillé de le faire et c'est vrai que je ne regrette absolument pas. J'aurais peut-être pas eu l'alternance que j'ai aujourd'hui si j'avais pas du tout fait ces 2 stages et on grandit vraiment avec ces expériences. Très bien. Alors juste, on peut préciser, l'année pro, les étudiants ne payent pas les 8 500 € de Exactement. frais de scolarité. Hein. D'accord. Voilà. Ils ont 800 € de frais spécifiques, Voilà. etc. Mais ce n'est pas une année supplémentaire à 8 500 €, juste que ce soit clair. C'est bien de Voilà. préciser, effectivement. Ouais. Allez-y. Bonjour, quelles sont toutes les langues que vous proposez? Vous savez ce qu'on propose? Il y a beaucoup de langues parce que, enfin, il y a anglais, espagnol, allemand et il y a aussi un laboratoire de langue avec lequel on peut. Alors déjà dans le cursus, il y a allemand, anglais, espagnol, italien, russe, portugais, chinois. Vous n'avez pas toutes. Ça c'est quoi? C'est des LV2? Ça c'est c'est les quoi LV2 qu'on offre. J'espère que j'en oublie pas, sinon notre responsable du département langue va pas être contente. Et après, il y a tout un partenariat parce qu'on a quand même un format spécifique à l'EM Strasbourg puisqu'on est on est affilié à l'Université de Strasbourg et donc grâce à ce partenariat, on peut aussi avoir, je crois, 46 langues supplémentaires sur le laboratoire de ressources de langue de l'Université de Strasbourg. Donc on peut faire LV3, c'est ça? Alors oui, on peut faire une langue en plus en sachant que la note que vous aurez ne sera pas comptabilisée dans votre moyenne du programme Grande École, mais vous avez ce qu'on appelle des suppléments, certifications, bonus, etc. Ok. Bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous offrez la possibilité de faire une formation en management sportif? Alors du coup oui, avec le double diplôme en 3e année en partenariat et gestion du sport avec STAPS. En partenariat avec la fac de sport. Donc ça c'est un double diplôme. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Donc l'étudiant aura la spécialisation marketing du PGE et le master marketing et gestion du sport de la faculté des sciences du sport. Tu quelqu'un qui le faisait? Exactement, je connais quelqu'un qui. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Il est dans une entreprise en ce moment, tu fais nous un petit peu rêver? Oui, on est en plein dedans, du coup on va faire la promotion de la Coupe du Monde féminine. Ouais, très bien. Et du coup elle est au sein du LOC et voilà, ça se passe très bien. Super. J'ai vu votre clip publicitaire sur votre site et je dois dire que je suis impressionnée. Vous avez fait ça dans une asso, si oui, laquelle? Alors, ce sont nos étudiants dans notre clip. Après, on est aidé par notre service communication, etc. Donc, le clip a été tourné dans les bains municipaux de Strasbourg, qui est la piscine qui d'ailleurs va être refondue. Et donc, on a fait ça en collaboration avec notre service communication et que c'est vrai que c'est un superbe clip. Je félicite d'ailleurs Alexandre, notre directeur communication, pour nous emmener vers ce type de clip qui représente un peu notre état d'esprit. Ok. Mais c'est pas les étudiants qui ont contribué à si, c'est eux qui jouent. Ils jouent, ils ont aidé à définir le script, etc. Après, on a quand même un peu le renfort de notre service com là-dedans. Après nous, les étudiants, pour le coup, au sein des admissibles, surtout au sein du pôle communication multimédia, on réalise un film, mais c'est le film pour présenter les associations de l'école. Donc là, c'est fait, ma promo du moins, on a réalisé le film de A jusqu'à Z, donc du script jusqu'à la réalisation. On a filmé, on a réalisé, on a monté, on a tout fait nous-mêmes. Et ça, c'est le film qu'on va présenter en amphi pour présenter un peu les assos et la vie de l'école. D'accord, donc si on a une fibre un petit peu artistique comme ça, il y a Exactement. de quoi faire. Vous Oui. avez des associations, j'imagine, qui s'orientent là-dedans? Il y a des associations riches et variées à l'EM Strasbourg, donc que ce soit dans le multimédia, dans les arts, dans le sport, dans la diversité. C'est vraiment très complet, dans l'humanitaire aussi. Il y a énormément d'associations, il y en a 14. 16 maintenant. 16. C'est vrai qu'on peut trouver notre bonheur et faire partie d'une association. Et toi, tu faisais partie des admissibles, c'est ça? Alors, la team admissible, c'est différent, mais au sein de ma première année, pendant ma première année, j'ai fait partie du bureau du multimédia et j'ai également listé pour le bureau des élèves. Donc là, c'est vrai que c'est assez intéressant et intense comme expérience. Donc, on est 30 étudiants, on se réunit pour faire vivre l'école. L'objectif du bureau des élèves, c'est vraiment d'animer, de faire vivre la communauté de l'EM Strasbourg. Et donc, 3 équipes, si je puis dire, s'affrontent pour gagner le bureau des élèves. Mmh. Et donc, voilà, on fait des événements divers et variés. Donc, ça veut dire que tu as été au BDE ou est-ce que tu as juste listé? J'ai juste listé. T'as perdu, c'est ça? Parce que j'allais dire, pourquoi ça a duré qu'un an? T'as pas survécu aux soirées? Non. J'ai survécu aux soirées, mais c'est vrai qu'il y a eu une liste qui était
plus intéressantes que nous. Il faut savoir que c'est les étudiants eux-mêmes qui votent pour une liste ou une autre. Donc voilà. Il faut se donner à fond, quoi. C'est ça, il faut se donner vraiment à fond. C'est très intense, c'est vraiment très intéressant comme expérience. On monte tout un concept, vraiment du début jusqu'à la fin. On recherche des sponsors, on crée des événements, on cherche des budgets. Enfin, c'est une expérience très très complète et ça nous met déjà un pied à l'étrier en termes d'expérience. Bon, c'est pas professionnel, c'est extra professionnel, mais c'est quand même, ça touche des problématiques qu'on rencontrera dans notre vie future au sein d'une entreprise. Non, ils font des trucs vraiment sympas. Des fois, c'est vrai que... Pas que la com qui fait des choses, quoi. Non. Nos étudiants ont des très très bonnes idées et des très beaux projets à mener. Ok, très bien. Allez-y pour la prochaine question. Alors, j'ai entendu dire que les écoles de commerce avaient tendance à formater les étudiants. Est-ce vrai selon vous? Alors, les autres, moi je ne parle pas pour les autres, mais alors à l'EM Strasbourg, pas du tout, justement. Pas du tout. Il n'y a pas de profil étudiant école de commerce typique chez vous Ah non, je trouve que pour le coup, pas du tout. Comme on dit, c'est vraiment un parcours à la carte. Chacun se spécialise, enfin, c'est vraiment une offre très diversifiée. Franchement, on est très peu à avoir le même parcours. C'est-à-dire que moi, dans les amis que j'ai, c'est vrai qu'on est un peu partout. Enfin, il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui sont à Césure, il y en a qui sont en 3e année sur site. On a vraiment des parcours différents, des stages différents. Enfin, vraiment, je trouve pas qu'on soit formaté. Effectivement, on a les mêmes cours, mais après, on en fait ce qu'on en veut, entre guillemets, par rapport à notre projet. Et non, je pense pas qu'on soit formaté, sincèrement. T'as vu l'impression d'être plus formaté si on fait un petit comparatif en prépa, par exemple? Carrément. Là, pour le coup, la prépa, c'était vraiment en compétition. Vraiment, c'était les connaissances techniques pures et dures. Pas trop de place à l'improvisation. C'était vraiment des connaissances précises sur des critères précis. Tandis qu'en école de commerce, c'est vraiment beaucoup plus ouvert. Enfin, du moins à l'UM Strasbourg. D'accord, très bien. Bah, vous savez quoi, il reste un quart d'heure avant la fin. C'est l'heure de la séquence que vous attendez tous avec impatience. Le qui suis-je, les photos selon Marie. Alors au menu du soir, au menu du jour, on a 3 personnalités plus ou moins connues. On a d'abord Alex Lutz, qui est un humoriste, un acteur aussi, comédien français. Marwa Loud, qui est qui est originaire de Strasbourg, mais qui est une chanteuse à succès. Et Arsène Wenger, qui est ancien footballeur et entraîneur. Donc ces 3 personnalités ont un point commun. Vous savez à peu près. Ils viennent de Strasbourg, non? Voilà. On n'a pas été très originaux, mais voilà, ça vous fait quand même un beau panel assez différent. Alors moi, je vais voter tout de suite, mais pour Arsène Wenger, parce que je suis une vraie fan de foot. Exactement. Je suis une fan du Racing Club de Strasbourg. Je trouve que c'est un homme fantastique. Le Racing, c'est un très très bon club de foot qui va peut-être faire la Ligue Europa l'année prochaine. Donc moi, je vote clairement pour Arsène Wenger. J'aimerais un jour qu'il vienne nous rendre visite. J'aimerais que l'association Polémix l'invite. Il a plein de choses à dire, plein de choses à apprendre. Je trouve que c'est un mec droit dans ses bottes. D'ailleurs, je lance un appel au prochain Polémix. S'ils veulent me faire plaisir, ils invitent Arsène Wenger. Et voilà, donc moi, c'est... Ok. Voilà. Et quel rapport avec l'EM Strasbourg, à part qu'il vient de Strasbourg? Je trouve que c'est quelqu'un d'hyper humain. Parce que moi, j'ai mon papa un jour qui a pris l'avion et qui s'est retrouvé à côté de lui dans l'avion. Et il lui a dit que c'était un vrai fan de foot. Et il lui a envoyé des billets pour aller voir un match à Arsenal. Comme ça, où c'était pas lui, je crois que c'était son secrétaire, mais ils en ont discuté, ils ont dit moi je viens d'Alsace, et il a laissé son adresse mail, il lui a envoyé des billets pour venir voir un match, l'accompagner et tout. Je trouve qu'il a ce côté humain qu'on a envie d'avoir à l'EM Strasbourg voilà. Faudrait créer un amphi avec son nom. En général, voilà. Ils ont des noms de personnalités. Ça nous on n'a pas tellement, mais voilà. Enfin bon, ça c'est mon avis après. Bon très bien. Moi aussi pour le côté foot, mais aussi surtout, faut pas qu'on oublie que c'est un coach et l'EM Strasbourg, ça coach des étudiants pour un futur et voilà pour donner à bien. Et elle réfléchit celle-là. Ah ouais. Donc c'est Arsène Wenger qui fait l'unanimité. Il amène son équipe à réaliser des projets, à réussir et je pense que c'est ce que l'EM fait avec nous. Ok. Et à l'EM Strasbourg, pendant les soirées, vous dansez pas sur du Marwa Loud? Pas trop. Alors moi, je la connais pas, je suis désolée, elle chante quoi? Oh, il y a beaucoup de chansons très... Ouais, elle chante des petites chansons. Ouais, moi je suis pas très fan. Je vais écouter en sortant. C'est très commercial, pour le coup. Très commercial. Ouais, vous écouterez, c'est sympathique. Ça va. Mais pour les soirées, les du jeudi soir. Non, à l'EM Strasbourg, on écoute... on écoute de tout. Hein. Franchement, sincèrement, il y a tout type de soirées.
Il y a pas, enfin là pour le coup. Il faut venir voir la Corée en amphi. Ah oui, très la Corée, belle, c'est-à-dire très belle performance. Ah non, ils ont une très belle Corée cette année. Parce que s'ils viennent à Strasbourg, ils ont un amphi de présentation. Et à la fin, ça se termine par une chorégraphie de nos étudiants qui, de tous les étudiants de tout le staff admissible. Et je trouve qu'elle est superbe. Donc, il faut venir à Strasbourg rien que pour voir la Corée. Ok. Voilà. Très belle performance. Ok, c'est noté. Pour les oraux, vous aurez droit à une Corée. Quelles sont les erreurs qui peuvent irriter le jury pendant l'oral? Moi, ce qui m'a irrité 2 fois. Est-ce que vous faites passer les oraux, Marie? Aussi, de temps en temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais de temps en temps, j'en fais quand même. Moi, j'aime pas trop quand on nous vend une passion qui n'est pas une passion, mais pour faire style. Un peu. Comment, quoi, c'est ça, les menteurs. Ouais, moi je trouve que le kitesurf, c'est cool. Donc, je vais vous dire que je fais du kitesurf, mais en fait, j'en ai fait une fois. Et puis. Voilà, et puis un peu. Mais alors, ça, je pense que ça va dépendre du jury. Moi, j'aime pas non plus. C'est bien de vouloir, de se mettre en avant, c'est important, mais à un moment il y a une limite, faut pas non plus trop dire qu'on est le meilleur, etc. Mais après les erreurs, tout le monde en fait, hein. Pendant les oraux, on a le droit de se tromper, des fois on a des questions, on sait même pas répondre. Je pense que c'est pas grave, mais comme on cherche à travailler sur le profil des étudiants, il faut pas mal vendre son profil, alors que c'est pas ce qu'on est. Faut y aller. Je peux être juste un polar, à avoir travaillé mes cours, et c'est comme ça. Et il y a un parcours qui convient à cet étudiant-là aussi. Il y a un parcours qui correspond au festif, etc. Donc, je pense que c'est la plus grosse erreur à ne pas faire. Donc plutôt timide, mieux vaut être timide, un peu si on est renfermé, timide, on est timide. Si on est se mettre en avant, être complètement imbu de sa personne, etc. Non, mais après, ça peut aussi aller avec le type de personnage, mais je pense qu'il faut être comme on est. Après, faut pas vendre quelque chose qu'on n'est pas. Ça, c'est la grosse erreur pour moi. Pour toi, les erreurs à éviter, c'est quoi? Je pense que c'est vrai, il faut rester fidèle à soi-même. Et les erreurs, j'ai pas eu d'entretiens qui se sont mal déroulés. Mais comme Marie le disait, j'ai déjà eu des questions auxquelles je ne savais pas répondre, de culture générale, ou des questions, auxquelles je ne savais pas répondre. Donc on peut avoir des questions de culture générale après? Normalement, c'est pas le but. C'est pas le but. Normalement, la culture et tout ça est testé aux écrits. Donc normalement, ça veut dire qu'il y a certains jurés qui se permettent de poser des questions. Nous, on leur demande de ne pas le faire, et je pense que c'est pas fait. Après, il y a toujours des petites questions. Alors je dis, pour que les étudiants préparent, à combien de kilomètres vous pensez qu'on est de l'Allemagne? Ça, c'est une question qu'ils aiment bien poser de chez nous. Donc parce qu'en fait, on a un pont juste à traverser, donc on est à 1 kilomètre. C'est pas vraiment de la culture générale, les étudiants le voient comme ça, mais dans les écoles, dans aucune école, il devrait y avoir des questions de culture générale. Non, et pour le coup, les 3 choses à connaître pour l'entretien de l'EM Strasbourg, c'est les 3 valeurs. La question revient souvent. C'est quoi? Éthique, diversité, développement durable. C'est vrai que nous, souvent, on a des étudiants qui arrivent quand on fait partie du staff admissible. Oh, c'est quoi les 3 valeurs? Je les ai oubliées. Est-ce qu'on peut Donc, on les rebriefe un petit peu. On leur répète les 3 valeurs. C'est vrai que c'est la question qui effraie tout le monde, mais au final, ça reste... c'est assez bon enfant. Il n'y a pas de questions pièges. J'ai pas eu du tout de questions pièges à l'entretien de l'EM Strasbourg. Vraiment... D'accord. Et les erreurs de forme, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'il y a un dress code à respecter? Est-ce qu'on peut pas faire des erreurs toutes simples comme ça? On peut pas les éviter Non, mais c'est sûr que je pense qu'il faut pas venir en tongs avec un short. À un moment, même si on est dans le... Après, ça peut aller avec le speech. Sauf si ça va avec, Sauf si ça va le fait avec qu'on est passionné speech. par la plage. Faut être propre, etc. Mais sinon, non, pas spécifiquement. Ok, allez-y pour une autre question. Quel est le taux d'insertion après l'EM Strasbourg? Alors le taux, vous voulez un pourcentage et tout, je crois qu'on est à 3 mois après la diplomation à 91% d'insertion. Après, c'est parce qu'on a aussi des poursuites d'études, des créations d'entreprises, etc. Donc on a un taux d'insertion qui est plutôt correct avec un très bon taux de CDI. Moi, je vois les étudiants en apprentissage. Là, on n'a pas terminé les cours encore, puisqu'ils sont en apprentissage, ils sont là jusqu'à fin juin. On a une bonne partie qui ont déjà leur offre d'emploi. Donc, dans les business schools, généralement, ça se passe plutôt bien. Le taux d'insertion est plutôt bon. Et chez nous, là, les dernières enquêtes d'insertion ont montré que ce soit au niveau du salaire à la sortie ou au niveau du taux d'insertion en CDI, les chiffres sont plutôt très, très bons même. Ok, une autre question. Bonjour, je suis étudiante en classe préparatoire BL et mon but est de travailler dans le domaine du luxe mais dans le pôle digital. Est-ce possible de mener à bien ce projet dans votre école? Si oui, quel parcours me conseillez-vous?
Donc oui, c'est possible, bien sûr, de travailler dans le luxe, dans le pôle du digital. Alors pour moi, le luxe, c'est pas forcément une spécialisation en soi, c'est plutôt vers le digital qu'il faut qu'elle s'oriente en termes de connaissances et compétences. Donc par exemple, on a une spécialisation en double diplôme stratégie digitale. Et après, le luxe, c'est de par les entretiens, comment elle va vendre son CV, qu'elle arrivera à aller travailler dans le luxe. Parce que le luxe, ça peut être de la finance, on peut travailler dans le luxe en marketing, en digital, en finance, en contrôle de gestion, en ressources humaines. Donc pour moi, il faut opter pour une spécialisation vraiment axée digital et essayer de réaliser un maximum de stages et d'expériences liées au domaine du luxe. Ok, très bien. On passe à une autre question. Si on participe à un projet humanitaire à l'étranger, comment cela impacte-t-il ou pas notre stage de fin d'année ? Alors, il y a déjà, au sein du bureau de l'humanitaire, on peut réaliser un projet humanitaire à l'étranger. Donc, au sein même de l'école, c'est organisé par rapport au cursus. Ça se passe pendant les vacances d'été, donc ça n'impacte pas du tout sur les cours ou le stage de fin d'année. Donc là, il faut intégrer le bureau de l'humanitaire, s'investir et ensuite, on peut réaliser ce projet qui est à l'étranger cette année. Je ne sais plus où... Honnêtement, je ne sais plus où c'est cette année. Mais même en dehors de l'école, en fait, vous pouvez valider un projet en tant que stage. Parce que les stages de première année, c'est vraiment un stage découverte entreprise, projet humanitaire. Soit vous le faites dans le cadre de l'école avec notre bureau de l'humanitaire, soit vous pouvez aussi le faire dans votre association avec vos propres... il y a des étudiants qui étaient déjà appliqués avant et donc on peut aussi valider ce stage dans le cadre de l'EM à la place du stage de première année. Très bien, merci pour ces réponses. Allez-y. Que dire du réseau de l'EM ? Permet-il de trouver un stage ou un emploi ? Merci. Les alumni de l'EM, vous êtes déjà un peu en contact avec eux ou pas trop ? Non, pas encore. C'est vrai que j'ai pas eu, entre guillemets, besoin de m'orienter au niveau du réseau. J'ai postulé de mon côté, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés avec les alumni qui permettent de développer son réseau, d'ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux contacts. Il y a énormément d'événements avec les alumni tout au long de l'année, que ce soit à Paris et même à Strasbourg. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'étudiants en année de césure qui sont en région parisienne. Donc il y a des événements en région parisienne pour rencontrer le réseau des alumni, également à Strasbourg. C'est vrai qu'ils sont assez dynamiques. Là, dans le train, en venant, j'ai vu qu'une de nos anciennes étudiantes, Magali, a ouvert en plus un bureau spécifique pour les alumni qui sont à Lyon. Il faut savoir que nos étudiants, quand ils arrivent à l'EM, en fait, c'est l'EM qui va payer l'association des alumni pour qu'ils soient adhérents. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de coûts supplémentaires pour adhérer aux alumni, donc ils peuvent avoir l'annuaire, etc., participer aux afterworks, etc. Donc il y a beaucoup d'événements qui sont organisés à Strasbourg, à Paris, à New York, en Allemagne. L'association, elle se développe pas mal. Et a priori, on peut demander leur aide pour un stage, par exemple, si on n'a pas eu ta chance. Et même sans le vouloir, au final, mon entretien au sein de Pernod Ricard, je l'ai passé avec un ancien étudiant de l'EM Strasbourg qui m'a parlé de vous d'ailleurs. Ça a facilité les choses du coup. Il a dit des choses gentilles ou... Des choses gentilles. Il m'a demandé comment vous y alliez. Donc non, finalement, même sans passer par le réseau alumni, au final, des fois, on retombe sur des anciens étudiants et c'est vrai que ça aide, ça facilite le contact. Vraiment, ça facilite le contact, oui. Allez-y, je crois que ça va être la dernière question. Bon, alors ça, ce sera pour Marine, je la lis. Comment est la vie étudiante à Strasbourg ? La vie étudiante à Strasbourg, elle est très animée. Que ce soit au sein de l'école ou même au sein de la ville de Strasbourg, c'est vraiment une ville étudiante. Il y a un très grand campus. Il y a énormément d'endroits pour sortir. C'est très convivial. À Strasbourg, on se balade souvent à vélo. C'est une ville où il fait vraiment, pour le coup, et c'est pas un mensonge malgré les stéréotypes, il fait très beau l'été, il fait très beau à Strasbourg, bon, très froid l'hiver aussi, mais du coup c'est très vraiment cosmopolite, c'est très convivial. Et tu venais d'où toi à l'origine ? De Dijon. D'accord. Donc j'avais des a priori en arrivant en Alsace. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus petit que Dijon et finalement Strasbourg c'est beaucoup plus grand que Dijon. Ah oui, tu avais des gros a priori. Énormément. Mais vraiment non, sincèrement, j'ai hâte d'y retourner à la rentrée. C'est vrai que Strasbourg au final ça nous manque et on est beaucoup d'étudiants à avoir hâte de retourner et à l'EM et à Strasbourg. Puis j'ajouterais que l'Allemagne est à portée de vélo, à portée de pied, donc ça c'est quand même pas mal. Il y a même le tram maintenant qui va, donc c'est très rapide. On peut faire ses courses en Allemagne. C'est moins cher. C'est moins cher. Des petites astuces de dernière minute. Exactement. Alors très bien, il reste une minute je crois pour faire la chouchoute tout de suite. Alors quelle est la question que vous avez préférée ?
Chaque fois que je me dis je vais retenir, non, je vous dirais la question sur les doubles diplômes MSI, parce que c'est quand même, je pense, une de nos forces aussi, c'est d'offrir un large choix de doubles diplômes à nos étudiants. Donc c'est vrai que l'EM Strasbourg, vous allez sortir avec le diplôme grande école, mais vous pouvez aussi sortir avec un master d'une université partenaire à l'étranger, ou alors de l'IEP, de la faculté des sciences du sport. Donc voilà. Très bien. Pour toi? Et moi, c'est la question qui concerne comment on va être affilié à une certaine destination à l'étranger. C'est vrai qu'il faut bien retenir qu'il y a plus de 200 destinations possibles, énormément de partenariats avec les universités et ça ouvre énormément de possibilités aux étudiants. Il faut savoir que voilà, on a une liste de choix, on est souvent affilié aux choix, enfin nos choix favoris et c'est vraiment quelque chose, je pense, un plus comparé à d'autres écoles où c'est vraiment difficile d'avoir accès à des destinations qui nous tiennent à cœur. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues, d'avoir répondu à toutes ces questions d'internautes, peut-être futurs étudiants à l'EM Strasbourg. Merci à vous d'avoir posé toutes ces questions. Je vous dis à très vite sur Campus Chanel.